Deux économistes aujourd'hui pour les rencontres du CERA, Pierre Larouturou et Pascal Perry, qui parleront évidemment de la crise devant les chefs d'entreprise vendéens. Le monde a changé. On ne craint plus aujourd'hui la faillite de pays émergents, mais plutôt celle de nos vieux pays occidentaux qui ont tant de mal à colmater leur budget. Alors on va essayer de voir avec eux, et avant que vous ayez sur TV Vendée l'intégralité de la conférence, où en sommes-nous aujourd'hui de la crise par exemple? Est-elle bien finie? Parce qu'on nous dit qu'elle est presque, cela dit, ça fait déjà 3 ans qu'on nous dit qu'elle est presque finie. Pierre Larouturou. Non, je pense que la crise, hélas, n'est pas du tout finie. D'abord, on voit dans toutes nos villes, dans tous nos quartiers, de plus en plus de chômeurs. En France, pour rester sur la France une minute, il y a 4 600 000 inscrits à Pôle emploi, 4 600 000 hommes et femmes qui sont au chômage, et de plus en plus de précarité, des PME qui ont du mal, des PME qui font faillite. Donc on voit la réalité ne s'améliore pas. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine, on a de quoi être inquiet. La bulle continue en fait. On voit sur cette courbe qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont cramé 2400 milliards. Pour garder un peu de croissance, il a fallu injecter 2400 milliards. C'est des sommes considérables. Tous ceux qui vous disent, vous inquiétez pas, la Chine est là pour financer les États-Unis, 2400 milliards cramés en 18 mois, c'est l'équivalent de ce que la Chine a pris 15 ans pour accumuler comme réserve de change. Quant à la Chine, c'est aussi une bulle énorme. L'an dernier, entre la dette privée et la dette publique, ils ont injecté 44% du PIB. Vous savez, jusqu'à maintenant, on disait pas plus de 3% du PIB de déséquilibre. Pour être sérieux, il ne faut pas plus de 3% du PIB de déséquilibre. En Chine, qu'on nous présente comme le moteur de l'économie mondiale, il a fallu injecter 44% du PIB pour garder de la croissance. Donc en fait, on est dans une bulle partout. Il faut toujours plus de dettes pour avoir une croissance qui finalement ralentit. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a une hémorragie. C'est qu'en fait, la crise financière est le bilan de 30 ans de crise sociale dans tous les pays. Ce qui va à cause du chômage, de la précarité, de la dérégulation, on voit que ce qui va au salaire dans tous les pays a diminué et ce qui va au marché financier a augmenté considérablement. Et donc là, ce qui va au salaire diminue. Pendant 20 ans, on a caché le problème en disant aux gens, vous pouvez vous endetter, même si vos salaires ne progressent pas, vous pouvez vous endetter. Et aujourd'hui, on arrive au bout d'un système. Il est urgent d'inventer un nouveau modèle de développement. Est-ce votre avis également, Pascal Perry? Je peux partager partiellement ce que dit Pierre. Moi, je pense qu'effectivement, un des faits générateurs de la crise, c'est le mauvais partage des revenus. On voit bien qu'en France, globalement, il y a 6 ou 7% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse créée, qui est passée de la rémunération du travail à la rémunération du capital. Donc il ne faut pas se poser de questions sur... Pardon, vous coupez 10 points du PIB, c'est considérable. Cette année, il y a 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros en France qui vont aller au marché financier, alors qu'ils seraient allés aux salariés et aux caisses de sécu si on avait gardé l'équilibre d'il y a 30 ans. 200 milliards cette année. C'est ça. Et donc, effectivement, il me semble que le mauvais partage du revenu est une des causes de nos difficultés. Il y a effectivement une analyse mondiale, il y a une analyse globale des équilibres. La mondialisation, ça a été d'abord le transfert de la production des pays anciens vers les pays nouveaux, émergents. En transférant de la production, on a aussi transféré du revenu. Il y a des classes moyennes qui se développent dans ces territoires, des jeux monétaires que Pierre a décrits qui sont assez justes. Aujourd'hui, effectivement... D'ailleurs, ce sont les guerres monétaires qui ont remplacé les armes. Plus ou moins, oui. Et puis des accords. Bon, c'est vrai que les États-Unis, la Banque centrale américaine a émis massivement de l'argent. Je pense, moi, que c'est aussi un des faits générateurs de la crise financière des dernières années sur le marché pour permettre aux classes moyennes américaines d'acheter les surplus de production chinois. Ils les ont payés en dollars. Ces dollars sont stockés quelque part. Et aujourd'hui, quand on regarde le résultat, effectivement, la Chine est propriétaire d'une partie majoritaire de la dette américaine. C'est une boîte en faillite. Elle est propriétaire d'une boîte en faillite et ce système aura une fin. Bon, maintenant, la question, c'est de savoir en France, nous, ce qu'on peut faire pour essayer de soutenir, ou en tout cas prendre le train de la reprise s'il y a une reprise à un moment ou à un autre. Moi, je plaide clairement pour une certaine simplification de l'économie. Je pense que ce sera très compliqué de continuer à vivre avec 56% de dépenses publiques, ratio dépenses publiques sur produit intérieur brut. Je pense qu'il faut changer le modèle, l'infléchir. On vit toujours un peu sur le programme du Conseil national de la résistance. Je pense qu'il faut décloisonner l'économie française. Peut-être changer aussi, et la gauche est un peu responsable de ça, à mon avis, changer aussi le modèle de pensée de l'économie. Après tout, des entreprises privées peuvent remplir des missions de service public. C'est pas nécessairement le fait uniquement des entreprises publiques. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que
on vérifie vraiment que l'argent public qui est investi est correctement investi, qu'il est investi de façon productive. Et donc j'en appelle à une espèce de révolution de l'économie française, modernisation. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que on vit dans un État socialiste. Je crois qu'il faut bien régler le curseur. L'État est utile. Là où il est nécessaire, il faut qu'il soit utile et efficace. Et donc je pense qu'il faut vraiment monitorer, surveiller l'action de l'État, mais en même temps libérer un certain nombre de forces, je pense aux entreprises, trop de réglementation sur le travail, pas assez simple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger les salariés. Je dis que dans le domaine fiscal ou dans le domaine social, l'offre française est beaucoup trop complexe. Et donc, j'en appelle à une économie de la simplicité. Mais connaissant le modèle social français... Si ce n'est qu'on voit qu'aux États-Unis, je ne suis pas contre le fait qu'il faille simplifier, qu'il faille améliorer le fonctionnement de l'État, si ce n'est qu'on voit qu'aux États-Unis, où il y a très peu de charges sur le travail, où le code du travail est très simple. C'est pas uniquement une affaire de charges. Non, mais le code du travail est ultra simple aux États-Unis, les salaires sont plus faibles, et bien on voit bien que c'est le pays qui est en train de se disloquer. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas simplifier le code du travail, qu'il faut rééquilibrer la relation, le simplifier et le faire respecter. Je dis simplement que ça ne suffira pas. Non, c'est pas suffisant. Le Japon est en panne, les États-Unis sont à deux doigts du chaos, donc on voit bien que ça ne suffira pas. C'est pas suffisant, mais je pense que beaucoup de chefs d'entreprise créeraient des emplois s'ils avaient en même temps l'assurance que ces emplois pourront être détruits si d'aventure le marché n'est pas favorable et qu'il faut procéder à des ajustements. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a une fatalité et qu'on n'arrivera pas à trouver des solutions. La réalité, c'est si, pendant 30 ans dans nos pays, avant qu'on casse un certain nombre de régulations, je ne dis pas qu'il fallait les garder identiques, il fallait sans doute les faire évoluer au niveau européen, au niveau mondial, mais on voit que pendant 30 ans, on n'avait pas besoin de dette pour nourrir le système. Il y a eu quand même 30 ans, donc ce n'est pas un mirage, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas atteignable. Pendant 30 ans, on a réussi à avoir une certaine prospérité qui était correctement partagée. Il y avait déjà des problèmes d'exclusion, il y avait déjà des problèmes de surconsommation, mais globalement, pendant 30 ans, on avait... La déréglementation date de la fin des années 70, elle ne date pas des années 80. Reagan, c'est début 80, c'est l'arrivée. Mais c'est Carter qui a provoqué la déréglementation aux États-Unis. Non, c'est qui était plutôt démocrate. Ronald Reagan a quand même fait beaucoup. Les grandes lois de déréglementation ont été votées. C'est une pour Télé Vendée. Voilà, c'est la première fois qu'on vous dit que Carter en avait plus que Reagan. Restez à l'écoute. Dans la transition de l'intégralité de la conférence, malheureusement, le temps ne nous permet pas aujourd'hui de rentrer un peu plus dans le détail. J'aimerais quand même que vous me disiez un petit mot sur l'euro aussi. Faut-il craindre ou souhaiter la fin de l'euro? C'est exclu. Éventuellement, on peut discuter de la valeur de l'euro. On peut discuter de la gouvernance de l'euro. Est-ce que la Banque Centrale Européenne doit être un outil indépendant ou est-ce que la gestion de la monnaie reste un outil politique? Est-ce que ça doit revenir dans le périmètre des politiques publiques? Moi, je pense que oui. Sauf si on s'en sert mal, comme l'ont fait les Américains, qui ne sont pas du tout libéraux dans ce domaine. Là-dessus, il y a un consensus entre nous, parce qu'on est la seule zone monétaire du monde où il n'y a aucun gouvernement politique de la monnaie. Au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, on dit que les banques centrales sont indépendantes, mais si la politique monétaire ne satisfait pas les politiques, le président de la Banque centrale peut sauter en 3 mois. Donc, il n'y a qu'en Europe qu'il y a une totale indépendance, que quand les députés européens demandent d'entendre Trichet leur répond qu'il va à la piscine et qu'il a autre chose à faire que de répondre aux élus du peuple. Donc, on est la seule zone monétaire qui n'est pas gouvernée. Et du coup, c'est nous qui allons payer la casse. Les déséquilibres en Europe sont moins graves que dans d'autres zones économiques, mais si on est la seule zone qui n'a pas de gouvernance politique de sa monnaie, on risque de payer l'addition pour les autres. Mais cela dit, il y a aussi le risque qu'on s'effondre tous. Et donc, il ne faut pas du tout aller dans une logique de guerre monétaire, il faut aller dans une logique de coopération. En 1944, tous ceux qui ont reconstruit le système étaient dans une logique de coopération. Avant Bretton Woods, il y a eu les accords de Philadelphie qui disaient que le travail n'est pas une marchandise, il faut veiller au plein emploi et à une bonne régulation, un bon partage de la richesse dans tous les pays. C'est étonnant de voir le texte de 1944 qui dit qu'il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. Et pendant 30 ans, ça a fonctionné. Dans tous nos pays, il y avait des règles en matière de justice sociale. Dans tous nos pays et au niveau international, ça a marché pendant 30 ans et depuis 30 ans, on a oublié ces accords de Philadelphie, on a accumulé les bénéfices et là, le système s'écroule. En 500 avant Jésus-Christ, à Rome et en Grèce, les marchands étaient déjà en guerre avec les revendeurs sur le partage du revenu. Donc c'est quand même une histoire qui est vieille comme l'humanité. Là aussi, je pense que ça peut être un point de consensus. Le problème auquel on se heurte, c'est que les politiques publiques ont des frontières. Elles s'arrêtent à nos frontières. Moi, je suis partisan de la construction européenne. Je suis même partisan d'une Europe fédérale, confédérale. Je veux un gouvernement européen. Je veux un vrai gouvernement politique européen.
Pourquoi? Parce que, donc c'est une partie de l'explication, les politiques publiques s'arrêtent à nos frontières. Le capitalisme, certains intérêts du capitalisme n'ont pas de frontières. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas de réponse nationale à une crise mondiale. Voilà, c'était mon autre question. Est-ce que les politiques, est-ce que nos gouvernements nationaux peuvent faire quelque chose contre cette crise, pour stopper, pour améliorer, pour stopper non, pour améliorer? On peut faire de l'ajustement. Je pense que l'outil politique qui est aujourd'hui entre les mains du politique, des élus, c'est un outil d'ajustement. C'est-à-dire qu'on ne va pas corriger les grandes tendances. Il y a un cancer qui s'appelle la crise. On va trouver des mesures palliatives. On va pouvoir le soigner, ou en tout cas le faire reculer pendant un certain temps. Mais il faut le soigner. Il faudrait pouvoir le soigner. Et le pouvoir politique ne dispose pas de ces outils. On peut jouer sur les revenus, on peut jouer sur les dépenses publiques, en sachant d'ailleurs que tout ça est un jeu à somme nulle. Parce qu'à un moment ou à un autre, les déficits, il faudra les payer. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on met 5 milliards sur le bouclier fiscal ou est-ce qu'on met 5 milliards pour construire du logement? Donc il y a des marges de manœuvre encore au niveau français. Est-ce qu'on a une vraie politique du logement? Est-ce qu'on a une vraie politique pour le développement des PME? Est-ce qu'on a une vraie politique de formation? Est-ce qu'on a une vraie politique sur le temps de travail? En Allemagne, la récession l'an dernier a été 2 fois plus grave que chez nous. Ils ont eu moins 5% quand nous, on avait seulement moins 2,3%. Mais Angela Merkel a dit que le licenciement doit être le dernier recours. Et en principe, une entreprise, au lieu de licencier, en Allemagne, elle baisse son temps de travail et elle garde tout le monde. On baisse les salaires, mais l'État maintient le revenu. Angela Merkel a mis des milliards pour dire vous gardez tout le monde dans les entreprises et nous, l'État, on maintient le revenu. Du coup, le chômage, je finis, avec une récession 2 fois plus grave en Allemagne que chez nous, le chômage a augmenté 5 fois moins vite. C'est même pas un problème droite-gauche. Madame Merkel, qui est une femme de droite, dit il faut travailler moins. La durée réelle du travail est à 27,1 heures en Allemagne, avec le Kurzarbeit, 27,1 heures. Donc quelqu'un de droite dit il faut tout faire pour éviter les licenciements. On baisse le temps de travail, on baisse les salaires, mais on maintient le revenu. Et il y a 5 fois moins de chômage en Allemagne depuis 2 ans. Et en France, on a quelqu'un qui nous dit qu'il faut travailler plus et faire des heures sup. Donc c'est même pas un problème droite-gauche. Et on le voit aux Pays-Bas, on le voit en Allemagne. C'est un problème droite-gauche dans la méthode, pardon, mais en Allemagne... En Allemagne, elle écoute des syndicats. Tandis qu'en France, on a quelqu'un qui n'écoute pas beaucoup les syndicats. En Allemagne, la réduction du temps de travail s'est faite aussi en accord avec les branches industrielles. Elle n'a pas été imposée de façon brutale partout. D'abord dans l'imprimerie, dans certains secteurs, il y a eu une vraie politique d'expérimentation économique et sociale. En France, on est dans les dogmes. On estime que depuis Hugues Capet, l'État sait tout, peut tout et doit tout. Et par conséquent, donc, Mme Aubry et Dominique Strauss-Kahn, pour ne pas le citer, avaient estimé que la bonne formule, c'était les 35 heures. Du coup, on l'a imposé à tout le monde. Or, moi, je pense quand même dans ce domaine que sur un marché comme le marché français, pour en venir à ce que dit Pierre sur les 32 heures et l'emploi, la création d'emplois, oui, ce serait bien de mettre de l'argent sur le logement social, oui, sur les équipements collectifs, non, les équipements collectifs, les écoles, etc. En même temps, je voudrais rappeler qu'il y a un autre aspect qui est que les avantages, les privilèges des uns se payent au détriment de l'exclusion des autres. Un emploi sur 5 est un emploi public dans ce pays. On n'a pas renégocié les privilèges de la fonction publique. Je pense aussi à ceux des entreprises publiques. Cette année, les salaires vont augmenter de 3,5% à la SNCF. C'est une boîte qui perd, si on ajoute les subventions, plus de 10 milliards d'euros par an. Est-ce que c'est sérieux? Les salaires ont augmenté de 4,5% à EDF. EDF qui a le monopole de la rente nucléaire. Il y a des effets d'annonce sur les destructions d'emplois dans le public. On sait qu'en réalité, c'est tout à fait homéopathique. Moi, je pense qu'il manque de syndicats dans les entreprises privées et qu'il y en a trop, paradoxalement, dans les entreprises publiques où il faudrait précisément changer les choses et où ces syndicats empêchent. Vous venez de dire qu'en France, on avait une vision trop homogène, mais je crois que vous tombez dans le même piège. On ne peut pas dire que globalement, il y a trop de monde dans les services publics. J'ai dit trop de syndicats. Non, vous avez dit qu'il y a trop de monde. Pardon, il y a des directions à Bercy où il y a trop de monde. Je connais des services au ministère des Finances où il y a 800 personnes et avec 30, ça pourrait aller bien. Mais je connais aussi des hôpitaux ou des écoles où on manque. Mes enfants sont dans une école en ZEP et clairement, on manque d'adultes. Voilà, il y a des enfants en grande difficulté. Il manque du monde grâce à Mme Aubry avec les 35 heures à l'hôpital. On ne peut pas avoir une vision générale, je crois. Et puis, les plus grands privilèges ne sont pas les salariés des services publics, même si je suis d'accord pour dire qu'il y a des choses à faire évoluer. Mais quand je vois dans mon quartier quelqu'un qui gagne je connais un copain d'un copain du bouclier fiscal qui gagne 200 000 euros par mois. Je connais un banquier qui bosse. C'est bien qu'il paye ses impôts en France. Il est à 200 000 euros par mois. Donc,
Dans le même quartier, je connais quelqu'un qui gagne 200 000 € par mois et quelqu'un qui dort dans la rue, dans un sac de couchage devant la banque Barclays. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait un homme qui vit 200 000 € par mois et qu'un autre dorme dans la rue? C'est bien que celui qui gagne 200 000 € par mois ne soit pas à Bruxelles. C'est bien. C'est un moindre mal. C'est un moindre mal. C'est comme ceux qui proposaient d'envoyer des roses à Verdun. Pour avoir la réponse à votre question et poursuivre, comme vous l'avez compris, un débat qui s'annonce fort animé. Rendez-vous dans quelques jours sur TV Vendée. Pascal Perry, Pierre Ladourou. Merci infiniment. Bonne conférence. Merci.